On commence ce journal par le Tour de France. Thomas Voeckler conserve son maillot jaune. Le Français termine dans le groupe des favoris, 50 secondes seulement derrière Gilles Valander. Le Belge remporte la 14e étape au plateau de Bayle. Reportage de Sandéran Desadrets et Anne Barrier. Le point serré. Au sommet du plateau de Bayle, Thomas Voeckler franchit la ligne entre Alberto Contador et les frères Schleck. Mais c'est bien lui qui enfilera demain encore le maillot jaune. Il n'en revient pas. De la finir avec les favoris alors qu'ils ont attaqué et tout, bon, c'est quasi incroyable quoi. Pour utiliser les bons mots, c'est vraiment incroyable pour moi. Je suis vraiment le premier surpris quoi, ça c'est clair. C'est pourtant la juste récompense du courage et de la volonté. Thomas Voeckler est populaire parce qu'il se bat. La montagne est redoutable, mais courir en jaune aide à dépasser la douleur, à se dépasser tout simplement. Quand les favoris du Tour tentent des attaques, c'est lui qui répond. Quand le rythme augmente, il reprend systématiquement les devants. Thomas Voeckler, leader d'une équipe de 8 coureurs totalement dévoués à sa réussite. Dans la dernière ascension, Pierre Rolland est allé lui aussi au-delà de ses limites pour l'accompagner vers son exploit. Maintenant, on va aller de jour en jour avec le maillot jaune et on verra où ça va nous mener, mais j'espère le plus loin possible. Le Tour s'est trouvé un nouveau héros, la France un nouveau chouchou. On parle désormais de Voecklermania. Et comme la générosité finit toujours par payer, Thomas Voeckler pourrait bien s'envoler encore plus haut. En football, après leur défaite contre les Américaines, les Françaises échouent au pied du podium contre les Scandinaves. Elles prennent la 4e place, ce qui est le meilleur résultat de leur histoire. Les Bleus sont qualifiés pour les JO de Londres dans un an. En politique, François Fillon enflamme le débat sur le 14 juillet. Ses propos sur les origines d'Eva Joly, qui veut supprimer le défilé militaire, sont jugés xénophobes par l'opposition, même si sur le fond, la proposition de la candidate écologiste est critiquée à droite comme à gauche. Thibaut Enoch. Plus un mot. Depuis ses déclarations sur Eva Joly, François Fillon poursuit sa tournée africaine, loin de la polémique. Mais pour son retour en France ce soir, elle pourrait bien le rattraper. Car Eva Joly semble décidée à défendre sa réputation de combattante. La candidate qui, dans un entretien, refuse que l'on mette en doute son patriotisme, ajoute à l'adresse du Premier ministre: prétendre défendre la République en agitant le démon des origines est une hypocrisie dangereuse. Une hypocrisie unanimement dénoncée par la gauche. En porte-à-faux sur les propos d'Eva Joly sur le 14 juillet, le PS resserre les rangs derrière son allié naturel à la présidentielle de 2012. Distinguer les Français selon leur origine, cela relève des thèses de l'extrême droite et en aucun cas la ministre de la République. Donc j'ai été excessivement choquée de ces propos. Je ne partage pas la position d'Eva Joly sur le défilé du 14 juillet, mais elle a bien le droit de l'exprimer, sans qu'il soit besoin de lui dénier sa connaissance de la France, de son histoire, au prétexte qu'elle aurait une nationalité récente. Contre-attaque à droite, des ministres viennent au secours de François Fillon. Laurent Wauquiez voit dans les attaques du Parti socialiste un écran de fumée pour faire oublier les propositions scandaleuses qui discréditent leur principal allié. Pour Valérie Pécresse, le Premier ministre a avant tout tenu à défendre le 14 juillet. Un enfant de 2 ans atteint par la bactérie E. coli est sorti du coma il y a quelques jours au CHR de Lille. Le petit garçon originaire de l'Oise n'a plus besoin d'assistance respiratoire. Il a été transféré à l'hôpital d'Amiens. 2 enfants également intoxiqués sont eux toujours hospitalisés à Lille. Il dénonce les marges abusives de la grande distribution. À Morlaix, dans le Finistère, une vingtaine d'éleveurs de porcs et de producteurs de lait ont investi un supermarché. Ils ont rempli des caddies et ont redistribué les produits gratuitement aux clients. Reportage de Caroline Dieudonné et Yann Lagoutte. Déguisés en vaches ou encore en cochons, ils sont une vingtaine d'agriculteurs à s'être donné rendez-vous devant ce supermarché pour une opération coup de poing. Ils dénoncent les marges trop importantes des industriels et de la grande distribution. Je me suis habillé en vache pour représenter ma production qui est le lait. On aimerait que le prix reste stable. En quelques minutes, ils prennent possession des lieux. But de l'opération, remplir les caddies pour redistribuer les produits aux clients. Pour le lait par exemple, les marges commerciales représenteraient au détail une part de 22%.
Les consommateurs, même eux, savent même plus où est le vrai prix des aliments, combien ça peut coûter. Même les consommateurs, en général, sont perdus. Charcuterie, produits laitiers ou encore fruits et légumes, les opérations comme celle-ci pourraient se multiplier dans les prochaines semaines, selon les jeunes agriculteurs. Les banques françaises s'en sortent mieux face à la crise, selon les tests de résistance des banques européennes. Une bonne nouvelle pour les marchés en période de crise. Mais aux États-Unis, la crise de la dette provoque de vives tensions entre républicains et démocrates. Après plusieurs jours de négociations houleuses, Barack Obama appelle les deux camps à trouver rapidement un compromis pour relever le plafond de la dette. Les précisions d'Hortense Villatte et Magali Lacrose. L'incident reflète bien la tension nerveuse qui agite la classe politique américaine. Face à la dette qui n'en finit pas de s'accroître, les relations entre démocrates et républicains s'enveniment à mesure que les tables rondes sur le sujet restent chaque fois infructueuses. Hier, Barack Obama, d'ordinaire réputé pour son calme, a fusillé du regard le chef de la majorité républicaine à la Chambre. Ça suffit, lui a-t-il lancé. Ne me provoque pas, a-t-il poursuivi avant de se lever brusquement et de lâcher. À demain. Et réponse immédiate du camp adverse. Président Obama, arrêtez de mentir. En fait, les États-Unis sont menacés de défaut de paiement, ce qui signifie qu'à moins de trouver un plan pour relever le plafond de la dette, l'État n'aura plus assez d'argent pour payer les factures. Le temps presse. Si on n'arrive pas à tout régler ensemble, essayons au moins de trouver un compromis pour éviter cet Armageddon financier. Après avoir finalement tendu la main aux Républicains, il leur a demandé des propositions sérieuses, rejetant celle qui consistait à tout prix à ne pas augmenter les impôts. Car chaque jour, la dette augmente de 4 milliards de dollars et depuis la mi-mai, elle a atteint le maximum autorisé à plus de 14 000 milliards, c'est-à-dire 6 fois et demi celle de la France. Et à l'agenda du président américain, une rencontre avec le Dalai Lama. Barack Obama va recevoir le chef des Tibétains malgré la mise en garde de la Chine. Le président américain a exprimé une inquiétude sincère concernant les droits des Tibétains. Pékin, de son côté, dénonce une décision qui porte atteinte à l'intégrité de son territoire. En Libye, les rebelles progressent dans l'ouest du pays face aux forces de Kadhafi. Des fusillades ont eu lieu dans la région de Bir Ghanam, ville par laquelle passe la ligne de front dans l'ouest. Le dirigeant libyen a ironisé sur les appels à son départ lancés par les puissances mondiales. Il jure qu'il ne quittera jamais la terre de ses ancêtres. Un message passé via des haut-parleurs à des milliers de Libyens rassemblés à Zawiya, le bastion de Kadhafi à 50 km de Tripoli. En Syrie, le régime continue de réprimer toute forme de contestation. Près de 300 personnes ont été arrêtées après les manifestations contre le président Bachar al-Assad. Hier, plus d'1 million de personnes ont manifesté à travers le pays. La plus grande mobilisation contre le régime en 4 mois de révolte a coûté la vie à au moins 28 personnes selon les militants. La famine ravage l'Afrique de l'Est qui connaît sa pire sécheresse depuis 60 ans. Une grave crise alimentaire qui touche les populations d'autant plus durement que les pays de la région souffrent de leur instabilité politique. Julien Roux et Marie Siko. Dans cet hôpital du nord du Kenya, on a du mal à faire face au nombre d'enfants en situation de malnutrition et en attente de soins. Cet enfant pleure parce qu'elle a faim. Lors de précédentes sécheresses, on trouvait toujours quelque chose. Mais nos chèvres et nos chameaux n'ont pas de lait ni de viande à donner. Ils sont tous morts. Les enfants, premières victimes de la famine qui ravage le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie. Entre 10 et 12 millions de personnes subissent cette catastrophe, provoquée par une situation politique instable, mais surtout 2 saisons sans pluie qui ont décimé les terres et les troupeaux. Les ONG tirent la sonnette d'alarme. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus affectés. Aujourd'hui, nous avons traité depuis le début de l'année en Somalie, pour ce qui concerne l'Action contre la faim, plus de 10 000 enfants, dont 2 000 ne serait-ce que sur le mois de juin. Objectif prioritaire, améliorer l'accès aux soins, à la nourriture et à l'eau potable. L'ONU en appelle à l'aide internationale. Les ennuis de santé ne semblent pas terminés pour le président vénézuélien. À 56 ans, Hugo Chavez va se rendre à Cuba pour suivre une chimiothérapie. Il y avait déjà subi une opération pour une tumeur cancéreuse. Il délègue ainsi une partie de ses pouvoirs à son vice-président et à son ministre des Finances. Le Japon veut tourner la page du tsunami et pour relancer l'économie du pays, le gouvernement va présenter la candidature de Tokyo pour les JO en 2020. Candidate malheureuse aux JO de 2016, la capitale espère cette fois l'emporter. Hortense Villatte.
Faire des JO de 2020 le symbole du redressement du pays, c'est en ces termes que le comité olympique japonais a justifié sa candidature. Prétendante malheureuse aux Jeux olympiques de 2016, la capitale nippone compte bien cette fois-ci s'offrir les Jeux. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais ça n'aurait aucun sens si nous ne remportions pas ce challenge, qui est d'accueillir les JO. Sur deux et confiant, voilà comment le comité olympique japonais et le gouvernement souhaitent être vus. Car de l'assurance, il en faut pour tourner la page Fukushima et accélérer le rétablissement du pays. Ils espèrent aussi que les Jeux résonnent comme un nouvel espoir, celui d'oublier la crise sociale et morale liée au séisme et au tsunami. Mais la crise économique, elle, restera bien réelle. La reconstruction du pays va coûter cher et pour de nombreux Japonais, le pays ne doit pas dépenser son argent dans une nouvelle candidature. Le manque de soutien populaire pour les Jeux de 2016, responsable en partie de l'échec, pourrait donc une nouvelle fois leur coûter la victoire. Et c'était encore une journée chargée sur les routes aujourd'hui. Week-end du 14 juillet oblige. Jusqu'à 350 km de bouchons ont été comptabilisés. Image ici de l'autoroute A9 aux abords de Montpellier. Et demain, en revanche, ça sera orange dans le sens des retours. Et sur les routes, justement, il est fortement recommandé de faire des pauses pour les longs trajets. Et vous allez le voir, certaines aires d'autoroute ont pensé à tout. Reportage de Christophe Buisine. Pascal ? Oui, c'est l'heure de se réveiller. Un petit goût de farniente sur l'autoroute des vacances. Après 20 minutes de sieste, il est temps de reprendre la route. Sur la 6, l'aire de Beaune-Tailly met à la disposition des automobilistes 28 chambres capsules, un moment de détente gratuit et ouvert à tous. On est dans le calme avec ses bouchons d'oreilles, un masque sur les yeux. Je trouve ça vraiment très bien, presque comme chez nous. Il y a des risques de somnolence et tout, et là, se reposer comme ça sur un parking, c'est pas la peine, tandis que là, on a un bon petit lit. Ça permet de se reposer avant de reprendre le volant. Une sécurité, en plus pour les enfants, ça permet aussi de jouer. Car dans cet hôtel de 560 mètres carrés, les enfants jouent pendant que les parents dorment. Des moniteurs diplômés leur proposent des activités ludiques. Tout le monde repart du bon pied, détendu. Si l'on a perdu quelques minutes, on a gagné en sécurité. Un tiers des accidents mortels sur autoroute sont dus à l'hypovigilance. C'est-à-dire que les personnes s'endorment au volant, soit par la fatigue, soit parce qu'ils ont pris des médicaments. L'hôtel est accessible dans les deux sens de circulation. L'expérience doit durer jusqu'à la fin du mois. D'ici là, on prévoit que 10 000 personnes auront expérimenté cet hôtel éphémère. Et on termine ce journal par du glamour. Une statue géante de Marilyn Monroe a été dévoilée à Chicago. On y découvre une Marilyn de 8 mètres de haut dans sa célèbre pose du film 7 ans de réflexion. Les passants, surtout des hommes, n'ont pas hésité à se placer sous la jupe de la sculpturale star de cinéma. Restez avec nous à suivre un nouveau journal avec Julien Domel.